cher neveu Mamadou Diouara. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs africains, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues ici chez vous, en terre africaine du Mali. Vous avez bien voulu converger à l'occasion de la tenue à Bamako de l'Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest, organisée par l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine, UJPNA. Nous sommes honorés d'avoir avec nous toutes les femmes et les hommes de diverses nationalités d'Afrique et d'ailleurs, du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Sierra Leone, de la République centrafricaine, de Russie, du Maroc, de Mauritanie, du Cameroun, de RDC. Singulièrement, nous saluons la présence de hautes personnalités parmi nous, comme le professeur Mamadou Koulibaly, l'honorable Oumarou Abdraman, le ministre Ibrahim Yakouba, Oumar Silla, Cheikh Tidjane Sissé, Badara Kone, le professeur Franklin Nyamsi, le professeur Denis Dekterov de Russie, le docteur Dominique Désiré Erenon de RS de Centrafrique, Younoussa Ouedraogo du Burkina, et bien entendu, la repas d'universitaires et de chercheurs maliens. Mesdames et messieurs, avant de commencer et d'aller plus loin, je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles et les remerciements et la reconnaissance du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je voudrais aussi vous demander de prier avec moi pour toutes les victimes civiles et militaires qui ont perdu la vie à la suite de la crise multidimensionnelle dont souffre notre pays depuis plus d'une décennie. Notre peuple, le peuple malien, notre patrie, ne les oublieront jamais. Mesdames et messieurs, le Mali, terre d'accueil, d'hospitalité, de fraternité, s'honore de vous recevoir sur les bords du fleuve Djoliba. Pour nous qui sommes en responsabilité en ce moment de l'histoire de notre pays et au service exclusif de notre peuple, c'est toujours un honneur et une immense fierté de recevoir nos frères et sœurs d'Afrique. Je le dis chaque fois à tous nos hôtes étrangers qui viennent nous rendre visite ou qui viennent en visite officielle que venir au Mali dans les circonstances actuelles, c'est un acte de foi, d'amitié, de solidarité auquel nous sommes très sensibles. Nous ne vous considérons pas comme des hôtes étrangers, mais des frères et sœurs de la grande famille africaine. Vous êtes ici chez vous,
comme on le dit dans la pure tradition malienne de la Diatiguia, l'hospitalité légendaire du peuple malien. Au nom du président de la transition, au nom du gouvernement, au nom du Conseil national de transition et de son président, au nom de tout le peuple malien, je vous dis Aou Bismillah, bienvenue et merci pour la fraternité vraie que vous nous manifestez à travers votre présence à nos côtés. Dans un second temps, mesdames et messieurs, je voudrais saluer et encourager les jeunes de l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine pour cette pertinente initiative visant à mobiliser les figures de proue de la société civile des États d'Afrique et d'ailleurs en vue de mettre en place un cadre permanent de réflexion pour une action citoyenne au service de la qualité de la gouvernance démocratique dans notre espace. Votre réunion se tient à un moment crucial de la vie de nos États respectifs, un moment où les peuples, c'est-à-dire aussi les sociétés civiles africaines, démontrent par leur soif d'intégration des peuples et des communautés africaines que l'idéal de construction d'une Afrique unie, intégrée, sera une vaine entreprise aussi longtemps que les dirigeants de notre continent n'auront pas su mettre les constructions politico-institutionnelles au service exclusif des aspirations des peuples. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, à l'instar des autres pays de la sous-région, le Mali traverse un moment critique de son histoire contemporaine. Moment marqué sur le plan national par la volonté de notre peuple d'aller vers une véritable refondation de notre système de gouvernance. Moment marqué également par un contexte diplomatique et politique sous-régional que vous connaissez en raison des sanctions illégales, illégitimes, injustifiées et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA à l'encontre de notre pays, le Mali, victime d'une quadruple crise sécuritaire, politique, institutionnelle et sanitaire liée à la Covid-19. Cet empilement de crises fait que la crise malienne ne ressemble à aucune autre dans notre espace, tant le sort n'a pas épargné notre pays depuis 2012. Face à cette série d'épreuves, comme toutes les grandes nations, le Mali, fort de la résilience et de l'esprit de résistance de son peuple, a souhaité entamer un processus endogène de réflexion et de dialogue en vue de la refondation de l'État, devant déboucher sur le redressement national, voire la renaissance et le rayonnement moral de notre peuple. Pour ce faire, nous avons opté pour une démarche holistique qui s'inscrit dans la durée afin de créer les conditions d'une réémergence de notre pays sur les bases nouvelles et des fondements solides. Le diagnostic que nous avons établi n'autorise pas des solutions cosmétiques à une crise profonde d'ampleur qui menace les fondements de l'État malien, la cohésion nationale, la paix sociale, la stabilité politique et institutionnelle, le vivre ensemble, la réconciliation nationale. Notre diagnostic des maux qui assaillent le Mali n'est pas une prescription savante. Elle est la traduction du réalisme politique qui voudrait que les dirigeants soient à l'écoute de leur peuple et se dédient entièrement à la réalisation de leurs aspirations profondes et légitimes. Au Mali, il y a eu un changement de régime le 18 août 2020, fruit de la lutte héroïque de notre peuple
qui s'est trouvé des mois durant contre la dérive née d'une gouvernance hasardeuse, chaotique, sans vision stratégique, laissant sur le chantier de bataille des morts et des blessés à vie. Le peuple a usé de la désobéissance pour aboutir au changement. C'est ce qui fait la différence entre ce qui s'est passé au Mali et ailleurs. Les jeunes officiers patriotes qui ont parachevé la lutte du peuple ne sont pas sortis des casernes du jour au lendemain pour s'emparer du pouvoir. Le peuple, par sa lutte, a déjà fait tomber ce régime. Nous étions arrivés à un moment où le pays risquait de basculer dans la guerre civile, dans les règlements de comptes. C'est en ce moment que des jeunes officiers qui ont fait tous, chacun, entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires. Ce n'est pas des officiers de salon. C'est en ce moment que leur conscience d'officiers au service exclusif de la nation les a interpellés et se sont interposés pour éviter le chaos, la guerre civile. Et dès leur prise de pouvoir, ils ont dit qu'ils ont parachevé la lutte du peuple. C'était très clair. Ils n'ont pas dit qu'ils sont venus faire un coup d'État pour un coup d'État. Ils ont parachevé la lutte du peuple. Et pour montrer leur bonne foi, c'est l'une des rares fois où des militaires arrivent à la tête de l'État. Ils ne suspendent pas la Constitution. Ils la complètent par une charte qui est censée prendre en compte la nouvelle situation pour assurer la continuité institutionnelle de l'État. C'est un aspect qui échappe à tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que chaque transition, pour l'apprécier, pour fixer sa durée, les conditions de son organisation, il faut s'interroger sur les conditions de la survenue de cette transition. Elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Au Mali, il y a eu un soulèvement populaire. Il y a eu des exigences du peuple. Elles sont 5. La première, vous vous souviendrez que le soulèvement est parti de la falsification des résultats des élections législatives. Les Maliens en avaient assez. Depuis 30 ans, on organise des élections. La gouvernance ne fait qu'empirer. Et donc les Maliens avaient espéré, à l'occasion des élections législatives de mars-avril 2020, imposer l'alternance au minimum au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la falsification de ces résultats qui est à l'origine du soulèvement. Et donc, l'une des revendications principales du peuple insurgé, c'est de dire qu'il faut désormais mettre un organe unique indépendant, qu'il ne faut plus que l'administration organise. Parce que nous avions une commission nationale indépendante, mais qui ne l'était que de nom. La preuve, elle ne dépose même pas de rapport. Les élections présidentielles terminées en 2018, leur rapport n'a été déposé qu'en fin 2020. Ça veut dire qu'il n'y en avait de CENI indépendante que de nom. Donc les Maliens disent désormais il faut un organe unique indépendant. Première revendication. La deuxième revendication, nous avons ici assisté à des disparitions forcées de journalistes. Tous les Maliens savent, ceux qui sont soupçonnés de cela. Les civils, les hommes en uniforme soupçonnés. Nous avons dit qu'il faut que la justice éclaircisse qui est responsable de cette disparition forcée de journalistes. Le peuple malien dit qu'il ne peut pas accepter que des groupes d'hommes, au motif qu'ils sont élus démocratiquement, se livrent à de tels actes. La deuxième, c'est la corruption généralisée et l'impunité qui ont désarticulé l'État malien.
y compris le système de défense. Comme illustration pour que vous compreniez. Parce qu'il y a trop de propagande autour de ce qui s'est passé au Mali. En 2013, à la fin de la transition, de 2013, le gouvernement de transition avait évalué à 400 milliards de francs CFA les moyens qu'il fallait pour équiper l'armée et qu'elle puisse accomplir sa mission. Le nouveau gouvernement, démocratiquement élu, a réévalué ce montant et l'a mené à 1230 milliards. Le peuple malien, à l'unanimité, a voté, même l'opposition. Parce que pour les Maliens, leur sécurité n'a pas de prix. On est allé jusqu'à mettre 20 à 25% du budget national dans la sécurité. Mais qu'est-ce qu'on remarque d'année en année? Les soldats tombent en masse. Ils sont entrés dans des fosses communes. Parce qu'il n'y a même pas de quoi transporter les corps pour les enterrer dignement. Ils tombent dans des embuscades. Parce qu'on construit des camps militaires, mais on oublie, entre guillemets, de faire des forages. Ils sont obligés de sortir pour aller chercher de l'eau dans des puits, dans les hameaux. Les terroristes tendent des embuscades. Ils les assassinent. Ils bourrent les véhicules d'explosifs. Ils viennent faire exploser le camp. Les militaires qui sont dans le camp tiennent le combat pendant des heures, 7 heures de temps. Il n'y a pas de secours. Parce qu'il n'y a pas de vecteur aérien, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion de transport. Il manque de nourriture souvent. Il manque d'eau sur le front. Le gouvernement dit, je vais équiper l'armée en vecteur aérien. 2 chiffres. Le gouvernement dit, je commande 6 hélicoptères de combat. Tous les Maliens applaudissent. Quelques mois après, on présente 2 hélicoptères. L'argent des 4 disparus. Ce que je dis est vérifié, est connu et documenté. Les 2 présentés au peuple ont fonctionné quelques mois, sont tombés en panne. Parce qu'il s'est avéré après que c'est des hélicoptères d'occasion achetés au prix du neuf. Nous commandons 4 avions de combat. 6. 4 arrivent, 2 disparus en cours de route. Les 4 qui arrivent, il y a des options qui manquent. Donc il ne peut pas remplir toutes les fonctions pour lesquelles ils ont été achetés. Ainsi de suite, ainsi, je peux continuer à citer. En ce moment, l'ensemble de la population dit qu'il faut une enquête parlementaire. Le chef de l'opposition d'alors, Soumaïla Cissé, fait un document qu'il dépose à l'Assemblée. Il faut que le peuple sache pourquoi nos hommes continuent de tomber. Des villages entiers sont brûlés, effacés de la carte. On a plus de 350 000 réfugiés internes et externes. Le terrorisme qui était confiné au nord en 2013, au moment de l'intervention étrangère, s'est répandu à 80% du territoire. Quelle solution il y avait? Lorsque le chef de l'opposition dépose son rapport à l'Assemblée, on le met dans le tiroir. Et la vie continue. Le peuple dit non, il n'est plus question de continuer à subir. Donc à partir des élections, où on a espéré changer de majorité, dès lors que les élections étaient manipulées, le peuple s'est mis dans la rue. 3e exigence, j'ai dit la première, élection transparente. 2e exigence, lutte contre l'impunité et la corruption dont je viens de vous donner des manifestations. Dans la vie civile, la situation est encore plus grave. 3e revendication du peuple insurgé, il dit qu'il faut changer le système de gouvernance. Ça fait 3 décennies qu'on organise des élections. On va de mal en pire. L'État n'existe pas. L'armée
est tombée en désuétude, l'école désorganisée, la société désarticulée, une société millénaire qui est le Mali, berceau de toutes les grandes entités étatiques que l'histoire a connues, qui a rayonné sur toute l'Afrique de l'Ouest. Les populations se mettent à se massacrer entre elles. Comment faut-il arrêter? Le peuple dit qu'il faut changer de fond en comble la façon de gouverner le pays. Il faut donc la refondation de l'État malien. Troisième exigence. Quatrième exigence, qu'on aurait pu mettre en première position, c'est de dire tous les moyens demandés par le gouvernement ont été mis à sa disposition. Pourquoi la gangrène continue, la métastase occupe tout le corps d'année en année? Est-ce qu'il fallait continuer à s'asseoir? Il faut changer de stratégie. Nous avons sur notre territoire notre armée. Nous avons sur notre territoire la force Barkhane, la force Takuba, la force G5 Sahel, EUTM, et Cap Sahel. Plus de 50 000 hommes. La situation ne fait qu'empirer. Des villages sont rasés de la terre. Les forces internationales sont souvent stationnées à quelques kilomètres et n'interviennent pas. Parce que, dit-on, leur mission, c'est une force de paix. Mais il n'y a pas de paix. Et donc les Maliens disent, il faut refonder notre système de défense. Il faut le repenser. Il faut diversifier nos partenaires. Parce que je viens de vous dire les corruptions qui se font, mais il y a plus grave. Nous disons, nous achetons des avions de transport. Nous payons l'argent. Quand je dis nous, le Mali, l'avion est bloqué dans un pays, pourtant 10 partenaires, depuis des mois. Nous payons un autre à d'autres partenaires. L'argent est payé. Au moment de délivrer l'avion, on trouve des artifices. À la date d'aujourd'hui, ces avions de transport ne sont pas livrés. Plus d'1 an. Donc on avait le sentiment qu'il y avait un agenda caché qui avait comme objectif de laisser faire jusqu'à la désintégration du pays, jusqu'à la métastase qui s'étendait sur tous les pays de la sous-région, pour justifier une certaine politique. Je reviendrai dans les questions que vous allez me poser, des éléments documentés que nous avons. Donc le peuple dit la sécurité. Quatrième exigence. La troisième, nous avons signé un accord de paix, accord pour la paix et la réconciliation nationale, avec lequel accord une partie de notre peuple n'est pas d'accord ou se pose des questions. En se disant, si on applique l'accord sans discernement, ça va aboutir à long terme à la partition du pays. Surtout que nous savons, par ailleurs, que au déclenchement de la rébellion en 2012, l'objectif c'était de créer un État indépendant au nord du Mali. Donc les Maliens disent qu'il faut une lecture intelligente, une application intelligente de l'accord pour que tout élément qui peut conduire à la partition du pays soit extrait, mais qu'on applique l'accord parce que c'est un engagement international de notre pays. Voilà les 5 exigences autour desquelles le peuple était dans la rue. Élections transparentes, lutte contre l'impunité et la corruption, renforcement de l'armée, refondation de l'État, application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation pour éviter la partition du Mali. Pendant des mois, les Maliens étaient dans la rue. Il y a eu des morts. Le pouvoir démocratiquement élu a utilisé des unités spéciales, les a soustraits frauduleusement pour les utiliser contre les citoyens. Dans les lieux de culte. Imaginez au moment où on se bat contre le terrorisme.
qu'on dise que le gouvernement est en train de tirer sur des musulmans devant les mosquées. Pendant des jours, donc ce n'est pas accidentellement. Quand les différentes délégations de la CEDEAO sont venues, c'est moi qui dirigeais les missions du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques. Quand nous avons exposé tout cela, pour toute réponse, parce que ce que le peuple demande, la démission du gouvernement et des institutions pour mettre en place une transition démocratique qui va s'occuper des 5 revendications. Pour toute réponse, la CEDEAO nous a dit, nous ne pouvons pas demander la démission d'un président. Nous disons, mais les faits qu'on vous expose, vous pouvez les vérifier. L'ONU a établi un rapport avec le nombre de morts, les lieux où les morts ont été faits. La CEDEAO nous a dit qu'il ne peut pas demander la démission d'un président. Si le président démissionne de lui-même, ou si le peuple le fait démissionner, la CEDEAO peut prendre acte. C'est ce qui nous a été opposé systématiquement comme réponse. Le peuple a continué. Et le 18 août, comme je dis, des officiers ont intervenu pour arrêter la dérive. Voilà ce qui est arrivé au Mali. C'est important de le savoir, parce qu'il y a des amalgames qui sont faits, coup d'État, coup d'État, coup d'État. On oublie l'historique du changement au Mali. Ces officiers ne seraient pas venus. De toute façon, le pouvoir était à terre. On allait être dans une situation de guerre civile, ou bien des officiers certainement dociles allaient prendre le pouvoir et faire ce que certains veulent. Peut-être qu'on ne les aurait pas diabolisés à ce point. J'ai voulu faire ce narratif pour que les Africains comprennent ce qui est arrivé au Mali réellement. Et donc c'est dans ces conditions que le changement est arrivé. Et bien sûr, le bon sens politique commandait aux nouveaux dirigeants de rester chevillés aux intérêts du peuple et aux aspirations qui ont nourri le soulèvement. Et répondre à ce que j'ai appelé souvent les 3 besoins fondamentaux de notre peuple. Besoins vitaux de l'État, à savoir la sécurité, la justice et la refondation de l'État. Est-ce que vous savez, et là aussi je l'oppose souvent aux dirigeants de la CEDEAO, qu'en 2018, à la suite de l'élection présidentielle, alors même que la Cour constitutionnelle ne s'était pas prononcée sur les résultats des élections, le président français était le premier à envoyer une lettre de félicitations lue à la télévision, alors que la Cour constitutionnelle n'avait pas fini de statuer. Et les congratulations, les félicitations pleuvaient tous les soirs à la télévision nationale. Nous avions compris. C'était pour intimider le peuple malien, pour lui dire, celui-là, on l'a déjà accepté. C'est pourquoi il y a eu des troubles pendant des mois. Jamais dans l'histoire contemporaine du Mali, sauf à partir du 5 juin 2020, il y a eu autant de mouvements, pendant des mois. Et la CEDEAO a envoyé une délégation de haut niveau, conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui a fait à peu près une semaine ici. Il a déposé un rapport en octobre 2018. La conclusion principale de ce rapport disait ceci, de mémoire. Après consultation avec toutes les forces politiques et sociales, après examen des causes de la crise politique qui déstabilisait les institutions et le pays, la CEDEAO demande de ne plus organiser d'élections au Mali sans faire les réformes politiques et institutionnelles nécessaires. Octobre 2018. Ce rapport a été présenté au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Donc quand vous regardez la bonne gouvernance à laquelle on se réfère aujourd'hui pour diaboliser le gouvernement, on tue les Maliens,
on tire sur eux comme des poulets dans la rue, devant des mosquées. Nous documentons les détournements massifs de 20 à 25% du budget national, près de 20 à 30% sont détournés. Les chefs de la CEDEAO sont au courant. Ils n'ont pas fait de sommet extraordinaire pour rappeler à l'ordre leurs homologues. Ils n'ont pas dit de sanctions. Pourtant, la mauvaise gouvernance était là. Donc, quand nous opposons dans les débats cette conclusion des sommets de la CEDEAO, on nous dit, bon, ça c'est le passé. Mais c'est précisément parce que le gouvernement n'a pas voulu faire ces réformes qu'il y a eu le soulèvement de 2020. C'est important que je le dise pour que vous, et à travers vous, les Africains, comprennent. Il y a un narratif qu'il faut de ce qui s'est passé au Mali, pour qu'on le comprenne. Ces trois besoins dont j'ai parlé, à savoir la sécurité, le besoin de justice et de réforme, résument parfaitement les aspirations du peuple qui ont nourri, comme je l'ai dit, le soulèvement qui a démarré le 5 juin 2020 à travers ce qu'on a appelé le rassemblement des forces patriotiques, un vaste mouvement d'hommes politiques, de syndicalistes, de religieux, de sociétés civiles, d'apolitiques, toutes sortes de Maliens, mais qui disent on ne peut pas nous asseoir et regarder 80% de notre territoire occupé par les terroristes. In fine, notre pays va disparaître. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons expliqué de façon pédagogique, avec documents aux différentes délégations de la CEDEAO. Donc c'est ce mouvement qui s'appelle le M5-RFP. Le mouvement est né le 5 juin, le premier grand rassemblement, et il s'est donné l'appellation le Rassemblement des forces patriotiques. C'est ce mouvement-là qui a porté les aspirations du peuple jusqu'au changement. Lorsque le changement a eu lieu, imaginez-vous, à 7h30, à 11h, le président de la commission de la CEDEAO fait une déclaration pour sanctionner le Mali. Mais nous nous sommes dit, est-ce que ce monsieur connaît les textes? Parce que sanctionner un pays relève de la conférence des chefs d'État. Ce n'est pas un président de commission qui peut sanctionner un pays. Le communiqué a été fait. La suite, vous la connaissez. Une transition de 18 mois a été imposée. Et ce qui s'est passé réellement, c'est bon que vous le sachiez. C'est que les forces politiques qui ont conduit le soulèvement ne se sont pas retrouvées dans les nouvelles institutions. Donc, la contestation a continué. Parce que les jeunes officiers venus du front, mais qui étaient là depuis quelques mois ont assisté, ce n'est pas des experts en politique. Donc tout le monde a accouru pour proposer ses services. Dans les coulisses, naturellement, beaucoup de chefs d'État ont travaillé pour éloigner ces deux forces du changement. Et donc un gouvernement a été mis en place, un organe législatif de transition a été mis en place. Mais vous savez, l'histoire a un cours normal. Les processus historiques sont comme les processus physiques et physiologiques et biologiques. Ils ont un cours normal. Quand vous l'interrompez, il y a des blocages quelque part. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un pouvoir change et que le nouveau pouvoir soit dirigé principalement par des forces qui étaient soit contre le changement, soit n'avaient rien à voir avec. Que ça soit à la suite d'une insurrection, à la suite d'une élection démocratique, à la suite d'une succession dynastique. Ceux qui ont organisé le changement, c'est eux qui mettent en œuvre les objectifs du changement.
Pour parler comme un système démocratique, c'est comme si un président est élu. Une fois élu, il appelle les dirigeants de son parti et son équipe de campagne. Il leur dit, bon, merci, je suis élu maintenant. Il va chercher ceux qui se sont opposés pendant sa campagne ou ceux qui disent qu'ils n'ont rien à voir pour venir gouverner avec eux. La conséquence, c'est que les jeunes officiers patriotes, comme nous les appelons, ont compris. Les Maliens ont compris. Au bout de 9 mois, aucun des 5 objectifs dont je viens de parler n'a été pris en charge. Aucun. Aucune enquête sur les tueries. Aucune enquête sur les détournements. Pas de réforme engagée. Sauf une réforme constitutionnelle. Sur quelques semaines, tout le monde savait que ce n'était pas possible. Aucun engagement à rendre justice. L'application de l'accord continuait comme par le passé. Des blocages étaient constatés à tous les niveaux. Et donc c'est face à cette politique de surplace, à l'immobilisme et aux velléités de reniement et de remise en cause des objectifs du soulèvement, des idéaux du soulèvement populaire, que la transition a connu une rectification de sa trajectoire le 24 mai 2021. Elle est survenue comment? Les principaux officiaux qui ont dirigé la finalisation de la lutte du peuple ont été écartés du jeu politique. Donc, vous avez les forces politiques et sociales qui ont conduit l'insurrection, sur lesquelles on a mis une croix. L'étape suivante de la stratégie, c'est les officiers, les isoler et les sortir de l'appareil d'État. Le vice-président de la transition, qui était le chef du groupe d'officiers qui ont mis fin au désordre, on l'interdisait de participer au Conseil des ministres. Le ministre de la Défense, on l'a sorti. Le ministre de la Sécurité, on l'a sorti. Donc le résultat, c'est quoi? Le peuple qui s'est soulevé pour demander le changement. Les officiers patriotes qui, au risque de leur vie, ont arrêté la dérive, ont tous été écartés du jeu. Et c'est ce gouvernement qui était félicité par le président français, qui dit que ce gouvernement a fait en 3 mois ce que l'ancien gouvernement n'a pas fait en 7 ans. Le gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Pendant qu'on continue à tuer les Maliens par dizaines, ils disent que tout va bien. Donc la rectification est intervenue le jour où la décision a été prise d'écarter définitivement l'aile patriotique de l'armée favorable au changement pour qu'elle aille dans les poubelles de l'histoire en même temps que les forces politiques et sociales. C'est ça la rectification. C'est ce qui n'a pas été accepté. Parce que des confrontations entre des militaires allaient se passer dans les jours qui suivent. C'était à aller rire encore, faire des articles, les militaires maliens sont en train de se tirer dessus au lieu d'aller au front. Voilà l'agenda qui était programmé. Le Mali est un pays béni. Et c'est pourquoi cette rectification est intervenue le 24 mai 2021. Et dès que la rectification est intervenue, les officiers ont tendu la main à l'aile politique du changement. Nous nous sommes assis, nous avons discuté et on s'est entendu sur le fait que nous n'aurons de sens, notre lutte n'aura de sens. Les risques qu'ils ont pris pour leur vie, en plus des opérations militaires où ils ont fait des années, n'auront de sens que si les 5 aspirations autour duquel le peuple s'est mobilisé, si on ne les met pas en œuvre. Voilà l'origine du nouveau gouvernement qui a été formé le 7 juin. Le président investi le même jour a nommé un premier ministre. 4 jours après, le gouvernement a été formé. Et il a dit, mes 5 objectifs, organe unique indépendant pour les élections, lutte contre la corruption et l'impunité, réforme politique et institutionnelle, application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation pour éviter la partition du Mali, se donner les moyens en diversifiant notre partenariat, avoir d'autres partenaires pour sécuriser notre pays.
voici nos problèmes. Tout le reste là, coup d'État, illégitime, et ceci, et ça, tout ça, c'est des éléments de langage pour brouiller les cartes, pour diaboliser cette nouvelle équipe. Il n'y a rien d'autre. C'est important que vous, les Africains, vous le compreniez. Et c'est pourquoi, quand j'ai reçu un ambassadeur, il dit, mais Excellence, vous dites que l'actuel gouvernement est illégitime, il est inefficace. J'ai dit, mais votre président avait dit il y a quelques mois que le gouvernement en place a donné des résultats meilleurs en 3 mois que l'ancien gouvernement en 7 ans. Pourtant, c'est le même ministre de la Défense. C'est le même. Il me dit, oui, mais sous l'ancien gouvernement, il n'y avait pas de tête, il y avait le président, le ministre de la Défense, le directeur des services spéciaux, le chef d'état-major des armées, la famille du président, on ne savait pas qui dirigeait l'armée. Il dit, sauf là où il y a l'incohérence chez vous, c'est que le ministre qui a organisé l'armée au point que vous félicitez, c'est celui-là qu'on a sorti du gouvernement. Le vice-président de la transition, chargé des questions de défense et de sécurité, on lui interdisait de participer au conseil des ministres. C'était les hommes clés. C'est eux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. Pourquoi vous les diabolisez? Ils n'avaient plus d'arguments naturellement. Et on a arrêté la discussion. Mesdames et messieurs, c'est important que les Africains comprennent réellement ce qui se passe au Mali. C'est pourquoi j'ai tenu à faire ce long développement. Je me suis détaché du discours que mes conseillers m'ont écrit, parce que souvent, les discours ne donnent pas toujours la substance de ce qu'on veut dire de façon pédagogique, parce que ça allait être long. C'est pourquoi nous constatons, mesdames et messieurs, que ce processus d'autorégulation et de sauvetage de la transition n'a pas été bien cerné par tous, notamment certains amis et partenaires du Mali. C'est le cas de la CEDEAO, dont la lecture binaire de la crise multidimensionnelle a la faiblesse de considérer que l'alpha et l'oméga de la transition politique en cours se ramène à la tenue d'élections. J'ai dit, mais attention, mais on a organisé des élections pendant 30 ans. Si c'était les élections, on ne serait pas arrivé dans la crise. En Afghanistan, et ça je l'ai dit à des diplomates, pendant 20 ans, la communauté internationale a amené des milliers de militaires à organiser des élections. Un jour, ils ont pris leur bagage, ils sont partis. Et tout le monde a vu les Afghans qui s'accrochaient avec l'énergie du désespoir au train d'atterrissage des avions pour partir. La nouvelle direction politique du Mali, avec Assimi Goïta à la tête, s'est dit attention, attention, attention. Ne nous asseyons pas pour vivre cette situation. Diversifions nos partenariats. Nous avons en mémoire ce qui est arrivé en Libye. C'est une résolution des Nations Unies, dûment votée, qui a autorisé les forces internationales à empêcher qu'on vienne bombarder Benghazi. Les forces internationales sont sorties du mandat pour aller organiser l'élimination du président. Nous sommes dit attention, les forces internationales sur notre territoire désormais ne doivent plus venir sans que nous n'ayons le contrôle de l'ensemble du processus d'engagement de ces forces-là. Et c'est pour cela que nous avons dit que la force Takuba, il y a des textes qui nous lient. Lorsqu'un pays est invité, nous avons trouvé une invitation qui a été adressée par l'ancien président, après la création de la force Takuba, à certains pays européens pour venir. Mais il est dit à la fin de ce texte que lorsqu'un pays est invité, il faut que les règles d'engagement de ces forces soient convenues avec le gouvernement malien. Certainement,
Si c'était le gouvernement qui leur plaisait, il allait faire des règles d'engagement qui les arrêtent. Nous avons dit qu'on va regarder à la loupe. Donc toutes les demandes d'engagement de pays européens dans la force Takuba sont en examen depuis 3 mois. Pendant qu'on examine ces forces, ces dossiers, il y a un pays qui est allé dire à un autre, c'est moi qui vous amène là-bas, venez, vous n'avez pas besoin d'autorisation du gouvernement malien. J'ai dit à l'ambassadeur, faites attention, quand on doit aller en Europe aujourd'hui, parce qu'il brandit l'invitation que l'ancien gouvernement leur a adressée. J'ai dit, mais quand vous avez une invitation, ça ne suffit pas, il vous faut un visa. Donc, le visa, c'est l'accord avec le gouvernement malien sur les conditions d'engagement de vos forces. Celui qui vient sans le faire, nous lui disons de quitter notre territoire. Il n'est pas le bienvenu. C'est ce qui s'est passé, pour que vous compreniez, ce qui s'est passé avec le contingent danois. Vous avez la Norvège, le Danemark, si je me trompe, l'Espagne, la Hongrie, qui avaient leur demande en examen. Pendant que les autres attendaient, les Français ont dit aux Danois, il faut venir. C'est nous qui décidons. Quand ils sont venus, nous avons dit, attention. Nous n'avons pas fini d'examiner votre dossier pour qu'on s'assoie pour discuter. Ils ont dit non, qu'ils sont venus, ils vont rester. Nous leur avons dit de quitter immédiatement notre territoire. Parce que si on ne fait pas attention, ce qui allait arriver, je vais vous dire, on allait laisser passer un pays, les forces vont s'engager sans qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière. Un deuxième pays va venir. Petit à petit, on va se retrouver avec tous les pays de l'OTAN sous le couvert de Takuba au Mali, sans que l'État malien n'ait aucun contrôle sur les règles d'engagement. Pendant ce moment, le terrorisme continuait. Takuba a son actif. C'est il y a une semaine qu'il y a eu les premiers résultats. Ça fait 2 ans. Nous avons dit donc, faisons attention. Il faut que tout ce qui vient dans notre pays, on s'entende sur tout. Pourquoi ils viennent, en quel nombre, de quoi ils vont s'occuper, dans quel délai. Voilà ce qui est arrivé entre nous et le Danemark. Finalement, le Danemark a tiré les conclusions, il a retiré ses troupes. Et on a engagé la diabolisation de l'État malien contre l'Europe pour mobiliser tous les Européens pour nous diaboliser. C'est bon que vous compreniez. Takuba, même demain, les pays qui vont respecter les règles d'engagement convenues avec l'État malien, ils n'ont aucun problème. Maintenant, c'est important que j'insiste, je l'ai dit, mais j'insiste pour ceux qui ne suivent pas les réseaux. La difficulté entre nous et la CEDEAO est la suivante. La CEDEAO veut ramener la transition aux élections. Nous disons non, on n'a fait que des élections. D'ailleurs, la crise est venue d'une élection. Donc, tant qu'on ne crée pas les conditions de transparence des élections, c'est un coup d'État 6 mois après. Ça fait 4 coups d'État en 30 ans. Nous avons dit qu'il faut les 5 exigences du peuple là. Entendons-nous pour les réaliser. Si on s'assoit, même aujourd'hui nos techniciens sont prêts, on regarde qu'est-ce qui peut être fait dans les délais. Le délai sur lequel nous allons tomber ensemble, c'est ça le délai de la transition. Mais nous ne pouvons pas trahir notre peuple sous la pression de l'extérieur, sous le chantage, pour le livrer encore à une situation qui va conduire à la désintégration du Mali. Voilà ce qui nous oppose. La CEDEAO dit donc, comme ils ne veulent pas, nous allons les sanctionner. Nous avons dit que nous allons organiser une consultation populaire. Dans l'histoire du Mali, il n'est jamais arrivé que depuis les communes, tout le monde a pris la parole. Près de 90 000 personnes ont intervenu dans les débats. Les chiffres existent, les noms, les interventions. Arrivé jusqu'au sommet. Et on a synthétisé pour savoir quelles sont les préoccupations des Maliens sur la base desquelles il faut refonder l'État. Il faut un nouveau contrat entre l'État et les gouvernants. Pendant les débats, les Maliens ont dit nous voulons entre 6 mois et 10 ans. 10 ans. Mais majoritairement, c'est entre 6 mois et 5 ans. Donc c'est ce chiffre qui a été retenu. Mais avant,
la CEDEAO nous a dit, envoyez un calendrier, quel qu'il soit, avant le 31 décembre, pour ne pas donner l'impression qu'on défie les chefs d'État. Lorsque nous étions dans les discussions, nous avons écrit pour dire que nous serions prêts à venir avec un agenda suffisamment mûri et réfléchi que le 31 janvier 2022. On a écrit officiellement. La CEDEAO nous a envoyé 2 missions pour nous dire soumettez quelque chose à l'examen des chefs d'État, quel qu'il soit, qui serve de base de discussion. Nous avons dit OK. Donc quand les assises sont terminées le 30, à 19h, j'ai suivi le président, nous sommes allés avec nos équipes. Le président a donné les orientations. Nous avons travaillé avec les techniciens jusqu'à 1h du matin pour traduire cette volonté du peuple en calendrier, en chronogramme des élections. Parce qu'il faut quand même que le peuple sache que ce qu'il a demandé a été pris en charge. Maintenant, si dans les discussions techniques, on arrive à un agenda différent des 5 ans, nous reviendrons vers notre peuple pour dire, vous avez demandé 5 ans, mais nous sommes réalistes. Nous avons pris les dispositions pour réaliser l'essentiel des changements dans la période convenue. Parce qu'on ne peut pas avoir toute la planète sur le dos. Tout le monde s'est organisé pour diaboliser le Mali, pour l'isoler, avec comme finalité faire tomber le régime. Il n'y avait rien d'autre derrière. Il y a un élément sur lequel je veux insister pour l'histoire. Nous avons un accord de défense bilatéral avec la France, signé entre nous. Le 3 juin, parce qu'il y a un nouveau président qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle, qui s'appelle Assimi Goïta, on dit non, il est issu d'un coup d'État. Et puis, ils veulent négocier avec les djihadistes. Donc nous atterrons les opérations militaires au Mali, sans nous aviser. Ensuite, il y a eu le sommet du G5 Sahel. En visioconférence, on nous informe. Notre président dit attention, monsieur le président de la République française, ce que vous faites n'est pas normal. Nous avons un accord bilatéral, nous devons nous asseoir. Si vous voulez vous retirer, on s'entend sur les conditions de retrait et on se prépare à prendre les emprises que vous laissez. Vous ne pouvez pas décider unilatéralement de sortir de cet accord. C'est un abandon. Malgré tout, ils l'ont exécuté le 7 juin. Qu'est-ce qui nous restait? Prendre nos destins en main, nous assumer. Et nous avons dit qu'à partir de ce moment, ces accords, nous allons les relire. Ce qui n'est pas bon pour la France, on l'enlève. Ce qui n'est pas bon pour le Mali, on l'enlève. Ce sur quoi on s'entend, on le garde. Et il y a des dispositions qui sont contraires à notre constitution. Ils n'en ont pas voulu. Nous avons relu l'accord, on leur a envoyé depuis des mois. Ils l'ont mis dans le tiroir en attendant de faire tomber le régime. Ils n'en ont jamais parlé. Ils en ont parlé récemment en janvier après l'embargo de la CEDEAO, mais ils l'avaient depuis longtemps. La deuxième chose, nous avons décidé de changer complètement de paradigme en matière de défense, de changer de stratégie, de changer de commandement, de donner de nouvelles orientations, de nouvelles missions, de nouveaux moyens à notre armée. Nous avons équipé en 6 mois notre armée plus que les 30 dernières années réunies. En 6 mois. Nous avons planifié de longue date des grandes offensives militaires. Pendant 7 mois, nous les avons lancées à partir du 28 décembre 2021. Et en moins d'1 mois, de 2 mois maintenant, nous avons eu plus de résultats que les 10 ans de lutte contre le terrorisme réunis. Nous avons détruit plus de bases terroristes. Nous avons éliminé plus de terroristes. Nous avons capturé plus de terroristes que les 10 années de lutte contre le terrorisme réunis. Seuls, sans l'appui de ce qu'on appelle les partenaires. Et parmi les terroristes qu'on a capturés, il y en a qui viennent des pays où ils veulent amener maintenant leurs forces. Des pays de la côte qu'on est en train d'interroger. Nous savons qu'ils ont des cellules dormantes. Au lieu de nous aider, pour la première fois, la peur a changé de camp. C'est l'armée malienne qui terrorise les terroristes.
Avant, ils formaient des gens dans des camps, ils les envoyaient tuer des villageois, tuer quelques checkpoints de gendarmes et de douaniers. Maintenant, nous sommes allés au cœur de leur bastion pour détruire les bases, les moyens logistiques, les armes, le carburant, ce qu'ils font. Et leurs chefs, on les attrape. C'est pendant ce moment, et ça c'est sur tous les territoires. À la date d'aujourd'hui, dans toutes les régions du Mali, il y a des opérations militaires, nuit et jour. Depuis l'extrême ouest jusqu'à l'extrême est. Les derniers qu'on a détruits, ils ont dit que c'est avec Takuba, on a détruit près de 30 terroristes à la frontière du Niger. Bon, c'est très bien, si Takuba a fait 2 ans, c'est maintenant qu'elle détruit 30 terroristes avec l'armée malienne. Bon, nous ne pouvons qu'applaudir. Je constate seulement que c'est le changement total d'orientation. Pourtant, c'est les mêmes militaires, c'est les mêmes personnes, c'est le même pays, c'est les mêmes citoyens. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. On a besoin d'un leadership visionnaire, patriote, décidé, qui sait d'où il vient, où il est, où il va, comment il va, avec quels moyens et avec qui. C'est ce que nous avons à la tête du Mali aujourd'hui. Ce n'est pas ce leader qui est heureux de se faire tapoter sur les épaules, il est bien élu, bon, il parle une langue bien châtiée, bon, il est dans les grands hôtels, et on dit qu'on ne suspend les voyages, il est bien. Assimi Goïta ne voyage pas. Il est entre Kati et ses bureaux, il commande notre armée et il dirige le pays. Il n'a pas besoin de voyager. Est-ce que vous comprenez bien? En 2 mois, ce que nous avons obtenu, nous n'avons pas obtenu ça depuis 10 ans. Les tueries de masse, je touche du bois, nous n'en connaissons pas depuis 3 mois. Nous avons 350 000 réfugiés pendant ces dernières années. À la date d'aujourd'hui, en quelques mois, il y a 50 000 réfugiés qui sont retournés par eux-mêmes, d'eux-mêmes choisis, parce que les zones sont pacifiées. Les 3 dernières semaines, parce que chaque conseil des ministres ont fait le compte rendu, le nombre de réfugiés qui retournent. 15 000, 6 000, 20 000 chaque semaine. Ils retournent d'eux-mêmes. Parce que les gens sont des réfugiés parce qu'ils sont obligés. Est-ce que vous pensez que pendant qu'on engrange ces résultats, c'est le moment que nos frères de la CEDEAO choisissent pour prendre le Mali à la gorge, pour l'étrangler, en violant tous les principes, tous les textes fondateurs et actuels de la CEDEAO, en violant tous les textes qui régissent la Banque centrale des États d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, en violant les textes de l'ONU, la Convention de l'ONU sur les pays sans littoral, que le Mali a ratifié en 67, je crois, et 87. Cette convention interdit un embargo contre un pays sans littoral. Les chefs d'État se réunissent. Ils violent tous les textes. Parce qu'il y a un pays qui est tombé. Il est humilié. On se sert d'eux pour l'achever. Au motif qu'ils veulent faire 5 ans, ils sont illégitimes, ils ne sont pas élus, il faut des élections. Nous leur avons dit qu'aujourd'hui, s'il ne s'agissait que de faire des élections, tous les responsables politiques au Mali, je les mets au défi. Il n'y a aucun candidat qui peut aller dans sa localité faire campagne aujourd'hui. Donc s'il s'agissait que d'élections, l'armée n'a qu'à choisir, l'armée pouvait choisir quelqu'un, le présenter. Il n'y a que l'armée qui est sur tout le territoire. On le fait élire, on l'installe. Les mêmes vont descendre dans la rue demain pour dire qu'il est illégitime. Et ils vont avoir des soutiens pour le faire tomber. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons organiser notre pays de manière à ce qu'il y ait la dernière intervention de l'armée sur la scène politique. Pour multiplier les chances, il faut créer toutes les conditions pour que le prochain président, quand il vient, il ait une armée dont il est le commandant en chef, que les militaires s'occupent de la gestion de l'armée et lui, il s'occupe des questions de développement. Voilà notre projet. Et que tous les grands actes de corruption qui ont été recensés depuis des années et qui sont dans les tiroirs, nous les transmettons à la justice. Aujourd'hui, tous les dossiers de corruption
et sur l'impunité qui sont dans les mains de la justice n'ont pas été montés sous la transition. Les grands audits que nous avons lancés dans les administrations ne sont pas terminés. C'est les dossiers qui étaient dans les tiroirs pendant des années que nous avons sortis, les grands détournements dans le budget de l'armée, les assassinats de journalistes. C'est ce dossier que nous avons transmis à la justice. On nous dit, vous êtes en train de poursuivre les hommes politiques. Vous avez un agenda caché. Voilà la vérité. C'est important que les Africains le sachent. Donc c'est ce déficit d'écoute de la part de la CEDEAO. Cette volonté d'humilier notre peuple qui nous a fait dire que des Africains, nos frères qui connaissent notre situation, ne pouvaient pas faire cela d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons dit que cet embargo obéit aux objectifs d'un agenda étranger. Surtout que chaque fois que la CEDEAO veut un sommet en perspective, il y a un pays, quand ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre de la Défense ou le président qui dit la CEDEAO aura un sommet à telle date. Il y aura des sanctions. Le lendemain, l'Union européenne va se réunir, il va valider les sanctions. 1 mois, 2 mois avant. Et ça se passe exactement comme ça. Et donc, quand l'embargo a été pris le 9 janvier, c'est en connaissance de cause que c'est illégal. Il n'y a aucun chef d'État de la CEDEAO qui n'a pas été informé que l'embargo n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Le fait de faire le braquage sur les ressources financières de l'État malien n'est pas prévu dans la réglementation qui gère la Banque centrale. L'ONU interdit un embargo contre un pays sans littoral. Mais ils l'ont fait. Avec le calcul, vous savez, on prend l'embargo le 9, dans la semaine, ils vont être étouffés, ils ne pourront pas payer les salaires, la population va se lever contre eux, ils seront renversés. Et on a déjà préparé ailleurs une équipe qui va venir dire que c'est elle qui vient sauver le Mali. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas d'autres objectifs, qui n'ont pas d'autre agenda que de restituer au peuple malien son honneur, sa dignité, son unité et sa souveraineté. Et c'est pourquoi tous les diplomates qui se sont mis dans des actions subversives, après des mises en garde, tous ceux qui ont été renvoyés du Mali, il y a eu des mises en garde. Ils ont été appelés mises en garde par le ministre des Affaires étrangères. Parce que celui a des activités subversives contre notre gouvernement pour diviser les Maliens. Parce qu'on arrive à un point où on se met à insulter le chef de l'État du Mali. On veut qu'on continue à nous taire. Gouvernement illégitime, prendre des décisions irresponsables, l'injure à la bouche. On savait ce qui se préparait. À partir du 27 février, le gouvernement illégitime ne sera plus reconnu. On va mettre un gouvernement dit légitime qui va être l'interlocuteur. On va lui donner les clés de la Banque centrale. On va lui ouvrir les portes des organisations internationales. Il y aura 2 gouvernements parallèles. Et ces messieurs-là qui ont osé défier la communauté internationale, ils vont tomber. Voilà le plan qui était en cours. Ce plan, le peuple malien l'a déjoué. Parce que dès le jour où l'embargo a été pris le 9, à 15h, la même nuit, le gouvernement a fait une déclaration ferme pour dire qu'il ne cédera pas au chantage. Et que cet embargo est commandé de l'extérieur. Le lendemain, le président a fait un conseil des ministres extraordinaire. Il a mandaté le gouvernement pour élaborer une stratégie de riposte sur plusieurs années, 5, 10, 15 ans si c'est nécessaire, qui a été approuvé en Conseil de défense nationale le vendredi 14 janvier. C'est de là-bas que je me suis rendu à la place de l'indépendance, où les Maliens ont mobilisé 4 millions de citoyens. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Mali. Entre le 10 janvier et le 14, il y a eu 4 jours. Le président a lancé un appel au peuple.
Je ne crois pas qu'il y ait un chef d'État en Afrique aujourd'hui qui peut, à partir d'une déclaration à la télévision, mobiliser 4 millions de personnes pour soutenir sa politique sur 20 millions. Aucun des présidents élus pendant les 30 ans n'a jamais dépassé 2 millions d'électeurs. Pourtant, les présidents gèrent, vous savez, l'argent qui est mis dans la campagne, des dizaines de milliards, 2 millions de personnes. Il y a eu entre 3 700 000. J'ai demandé les statistiques le surlendemain. Après, les gens ont continué dans d'autres villes. 4 millions pour dire qu'ils vont soutenir le gouvernement. Le monde des affaires, en bloc, a dit au gouvernement que le peuple ne manquera de rien. Et nous nous étions préparés aussi au braquage de nos biens financiers. Depuis juin, nous savons qu'on était dans le collimateur. Voilà pourquoi le peuple a répondu non le 14 janvier. Et au lieu d'isoler le gouvernement, le faire tomber, ils ont renforcé sa légitimité parce qu'ils ne connaissent pas le peuple. Je leur ai dit qu'ils se sont trompés de peuple, ils se sont trompés d'époque, ils se sont trompés d'interlocuteurs par rapport aux dirigeants du Mali actuellement. Voilà les 3 erreurs qu'ils ont faites. Ils se sont trompés de peuple parce que nous sommes un peuple résilient et de résistant. J'ai rappelé ici que pendant la pénétration coloniale, certains pays ont été occupés en 6 mois, d'autres en 2 ans. Le territoire de l'actuel Mali, entre le 22 septembre 1878 et le 20 mai 1916, 38 ans de guerre pour soumettre notre pays par les armes. Et pendant les 70 ans de la colonisation, jamais il ne s'est passé un an où il n'y a pas un soulèvement. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Arabes, c'est les Soreilles, c'est les Peuls, c'est les Dogons, c'est les Bambara, c'est les Bobos, c'est les Bozos, c'est les Sarakolés. Nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion. Ils n'ont pas tenu ça en compte. Ils se sont trompés d'époque parce que le monde a changé. À la tête du pays aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont décomplexés. On a fait les mêmes écoles, on fait les mêmes analyses. Et nous avons des officiers qui ont une grande lucidité. Comme je vous ai dit, ils ont fait pour certains la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations militaires. Depuis 2002, toutes les trahisons, tous les coups bas, tous les coups de poignard, tous les doubles jeux, toutes les humiliations qu'on a fait subir à l'armée, ils l'ont vécu dans leur chair et leur âme. Quand ces hommes sont à la tête de l'État, ils ne viennent pas pour être applaudis ou pour être congratulés par qui que ce soit. Ils sont chevillés aux intérêts du peuple malien. Et j'ai dit au président de la transition, à l'occasion de la présentation des vœux des membres du gouvernement au chef de l'État, je lui ai dit que moi, ça fait 40 ans que je suis dans l'action politique active. J'ai toujours rêvé de croiser sur mon chemin un patriote ou des patriotes avec lesquels on peut faire de grandes choses pour le Mali. C'est ce qui s'est réalisé le 7 juin. Lorsqu'il a porté sa confiance à ma personne pour diriger le gouvernement. Ce jour, je me suis juré moi-même de ne jamais décevoir sa confiance, de ne jamais décevoir les aspirations, les 5 aspirations pour lesquelles le peuple se mobilise. Parce que c'est moi qui étais le président du comité stratégique du M5 RFP. Donc tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, je le partage avec le président. Ça correspond à mes convictions. Ça correspond aux convictions, aux attentes du peuple malien aujourd'hui. Tout ce que nous disons, nous faisons, n'importe quel Malien lambda dans la doute pense la même chose. Ils disent qu'ils se sont trompés des peuples, d'époque et d'interlocuteurs. Parce qu'ils ont à la tête de l'État des interlocuteurs qui n'ont aucun complexe, qui n'ont pas besoin d'appréciation de l'extérieur. L'appréciation qui importe pour eux, c'est le Mali. Tout le gouvernement, du président
à tous les ministres, les institutions de la transition, nous n'avons pas d'autres objectifs. Et j'ai dit à quelqu'un récemment, un diplomate, ils m'ont rencontré pendant 1 heure et quelques. Ils sont allés rencontrer le président. Le lendemain, il y a un qui me dit, mais vous et le président, vous voyez combien de fois par jour? J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais on dirait quand on a quitté chez vous, vous lui avez téléphoné. Il nous a dit ce que vous nous avez dit. J'ai dit, mais ce que je vous ai dit là, ça vient de lui. C'est lui le chef. Nous sommes une équipe. C'est lui le chef, c'est suivant ses orientations que nous travaillons. Donc au contraire, vous deviez me dire, mais vous dites la même chose que votre chef. Mais au lieu de me dire, mais pourquoi vous dites la même chose? Il dit, parce qu'on a les mêmes objectifs. Tout le gouvernement, toutes les institutions de la transition. La deuxième chose que j'ai dit à un diplomate, c'est que nous ne voulons pas nous éterniser au pouvoir. Nous sommes des hommes lucides. Il faut quitter le pouvoir avant qu'il ne te quitte. Nous sommes très lucides. Parce que si tu ne quittes pas à temps, le peuple va te dire de partir. Nous voulons redresser notre pays, redonner confiance aux Maliens, rendre la trajectoire de la transition irréversible. En ce moment, nous rendons les clés au président démocratiquement élu. Moi, je suis d'un certain âge, je vais retourner dans mon champ et faire mes mémoires. Le président, il est jeune, il va continuer à servir notre armée. Voilà notre projet aujourd'hui. Ce n'est pas des calculs pour augmenter les délais, pour je ne sais quel intérêt. Je l'ai dit à des diplomates. C'est pourquoi le président leur a dit, venez discuter avec nous. J'ai lancé un appel à mes frères et aînés de la CEDEAO récemment. Je termine par ça. Lorsque le président Ouattara de Bruxelles, on l'a interrogé sur le cacao que les Européens vont refuser d'acheter. Il dit, mais ce n'est pas à eux de nous dire ce qu'on doit faire. S'ils refusent d'acheter, on va chercher d'autres partenaires. J'ai dit, mais c'est ce que nous avons fait. On a continué à tuer les Maliens par dizaines. Pendant 10 ans. Nous avons dit, mais on cherche des partenaires pour que les tueries s'arrêtent. On n'a pas dit à quelqu'un de partir. C'est eux qui disent qu'ils partent. Deuxièmement, j'ai répondu très aimablement parce que je suis convaincu que dans leur fond intérieur, aucun de ces chefs d'État n'est contre le peuple malien. Aucun. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit que ce qui se passe entre nous et la CEDEAO, c'est une brouille comme dans une famille. C'est une brouille passagère. Les hommes vont passer, les peuples africains vont rester. Les peuples de la CEDEAO vont rester. Et j'ai dit à mon frère aussi, Macky Sall, le président Sall, je l'ai entendu dire qu'ils souffrent eux aussi de l'embargo. Qu'il est prêt à venir au Mali discuter avec nous. J'ai dit, c'est ce qui devait être fait dès le départ. Et d'ailleurs, pourquoi c'est à partir de la France qu'il nous le dit? Pourquoi il ne prend pas son avion voir son frère et en discuter? Le président du Ghana dit qu'il pense que 12 mois suffirait. J'ai dit, mais s'il le pense, c'est son droit. Pourquoi c'est à partir de Paris qu'il nous le dit? Ça lui coûte quoi de prendre un avion, venir voir son frère, ou même l'appeler chez lui? Dire, je pense que c'est 12 mois. Le président Assimi lui dira, voilà les préoccupations des Maliens. Et nous discutons. Et c'est pourquoi je lance un appel à nos frères de la CEDEAO. Ne posons pas des actes qu'on va regretter dans l'histoire. Je crois que c'est une faute politique qui a été commise. Parce que les sanctions, en réalité, ont eu exactement l'effet contraire. Ça a consolidé la légitimité du gouvernement de transition. Ça a mobilisé les Maliens, les opérateurs économiques, les artistes, les chanteurs, les universitaires. Tout le monde s'est mobilisé. Le monde universitaire a produit un document spécialement contre les avocats, les chanteurs,
tout le monde vibre aujourd'hui à la fréquence du patriotisme renaissant des Maliens. Et c'est ce qui m'a fait dire à une conférence récente de l'OADA que dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux que vous soyez là, mesdames et messieurs. Nous sommes convaincus que ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est l'engagement diplomatique du Mali qui s'inscrit dans une tradition de construction de l'idéal africain auquel le Mali n'a jamais dérogé, quels que soient les régimes politiques et les dirigeants qui se sont succédés au Mali à la tête de l'État. Depuis 1960, à la fondation de l'État malien, toutes les constitutions proclament, sans discontinuer, la dédicace de notre pays à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté au profit de la réalisation de l'unité africaine. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une ode au panafricanisme qui n'a d'égal que l'altruisme politique des dirigeants maliens pour la mère Afrique, ainsi que leur généreuse ambition pour son intégration économique et politique, sociale et culturelle. Au demeurant, l'hymne national du Mali a été écrit en 1960 au rythme battant de l'Afrique indépendante, porté sur les fonds baptismaux par les pères fondateurs. Notre hymne, dans sa version longue, est rythmé par l'Afrique, dont le nom y est répété une dizaine de fois, car pour les dirigeants maliens, toutes générations confondues, il n'y a pas de salut sans l'Afrique. Notre identité, notre ancrage, notre engagement. La Fédération du Mali, qui a regroupé dans un bel élan en avance sur son temps la République du Sénégal et la République soudanaise, du Soudan français, a été la première illustration de l'obstination de notre pays à lutter contre la balkanisation à travers les ensembles étatiques robustes et intégrés. D'autres tentatives, telles que l'Union Guinée-Ghana-Mali, ou notre appartenance au sous-ensemble de l'OMVS, l'ABN, l'autorité du Liptako-Gourma, en témoignent de ce que proclame l'hymne du Mali, à savoir « L'Afrique se lève enfin ». Saluons ce jour nouveau. Excusez-moi, c'est l'inconvénient de se détacher du discours. Et nous, les hommes politiques, on a besoin souvent de donner des explications que les techniciens estiment souvent trop longues. Je disais donc, l'Afrique se lève enfin. Saluons ce jour nouveau. Saluons la liberté. Marchons vers l'unité. Dignité retrouvée. Soutiens notre combat. Fidèle à notre serment de faire de l'Afrique unie. Ensemble, debout mes frères, tous au rendez-vous de l'honneur. Fin de citation. Mesdames et messieurs, c'est fort de cet engagement pour l'Afrique que quand nous avons été sollicités par l'UJNPA avec le projet d'une assemblée citoyenne des peuples pour l'Afrique de l'Ouest, portant sur l'État et les perspectives de la gouvernance et de la démocratie dans notre espace, nous avons naturellement accueilli cette initiative avec enthousiasme. Nous estimons qu'elle est d'actualité et d'une grande pertinence. Nous n'avons donc pas hésité à lui apporter tout le soutien nécessaire. L'Assemblée citoyenne des peuples d'Afrique et de l'Ouest doit démontrer l'engagement collectif des peuples d'Afrique et d'ailleurs, et leur capacité au sursaut national, au sursaut africain, afin de poser un diagnostic objectif, sans complaisance et non partisan de la gouvernance de la démocratie dans la région. Mesdames et messieurs, vous savez, chaque fois
qu'un dirigeant malien oublie notre histoire, il se trompe. Nous sommes un grand peuple. Les 3 grands empires dont tous les Africains de l'Ouest sont fiers, leur berceau c'est le Mali. Tout dirigeant malien qui perd de vue la notion de grandeur de la nation malienne, il est sanctionné par l'histoire et le peuple. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent finir mes propos en vous disant que les conclusions de vos travaux sont hautement attendues et que le gouvernement du Mali espère que cette rencontre de Bamako sera le premier pas d'une longue marche vers une nouvelle ère de gouvernance pour le salut des peuples. Comme les peuples africains se sont réunis ici à Bamako en octobre 1946 au congrès fondateur du Rassemblement démocratique africain qui avait lancé la lutte pour l'indépendance et l'émancipation des pays africains. Que Dieu couvre nos actions de sa bénédiction, puisse le Très-Haut accorder à nos peuples l'inspiration et la vigueur, qu'il couronne de succès nos efforts collectifs de construction d'une Afrique unie, stable pour une prospérité inclusive et partagée. Quand la jeunesse se saisit du destin de la nation et de la sous-région, en prenant de telles initiatives, nous ne pouvons qu'avoir le cœur rempli, affermi d'espoir, que le flambeau ne manquera point d'une main ferme pour le porter. Vivement que la CEDEAO et tous les peuples d'Afrique, c'est-à-dire que la CEDEAO des peuples et les organisations des peuples soient effectivement à l'écoute des peuples. Vivement l'Afrique indépendante, souveraine, unie et solidaire. Je vous remercie de votre aimable attention.